I wish you good fortune in the wars to come. And now it begins. No. Now it ends. Oh mon dieu, mais tellement badass. Tellement badass cet échange. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. On se retrouve donc pour l'analyse de l'épisode 3 de la saison 6 de Game of Thrones. Alors, un épisode dont j'ai entendu pas mal de négativité. Et j'ai trouvé que c'était assez injustifié dans le sens que j'ai trouvé que l'épisode, certes, était peut-être pas du niveau et de l'intensité de l'épisode 2, mais enfin, je veux dire, c'était quand même un épisode assez solide, et bien sûr qu'on peut pas avoir absolument tout le temps le même rythme, le même engagement porté dans un épisode, mais en même temps, c'est normal, les intrigues suivent leur cours, et on peut pas avoir à chaque fois des révélations de dingue ou des trucs comme ça. Par contre, en revanche, je les trouve aussi injustifiés, ces critiques, parce que, tout simplement, l'épisode, il était quand même assez nourri. Je veux dire, entre les événements avec Bran, avec Jon, avec, je sais pas, même... c'était un petit peu plus faible à Port-Réal, c'est vrai. Mais je veux dire, il y avait quand même deux éléments, et j'y viendrai par la suite, deux éléments quand même assez intéressants dans cet épisode. En 11e position, je parlais de Daenerys et de la scène où on la voit se retrouver à Vaes Dothrak en compagnie des anciennes veuves de Khal. Alors, outre le fait que j'ai trouvé intéressant qu'on se trouve à Vaes Dothrak et qu'on ait un aperçu un peu plus précis de finalement qu'est-ce que c'est Vaes Dothrak et l'architecture. Alors, ce sont un petit peu un mélange de yourtes mongoles avec des éléments quand même d'architecture sédentaire avec donc tout simplement les statues de chevaux et tout ça. Donc ça, j'ai bien aimé. Et c'est intéressant de voir un peu plus en profondeur la société Dothraki, comment elle fonctionne, ses traditions et tout ça. Par contre, quelque chose qui m'a un peu plus gêné, c'est tout simplement, je veux dire, Daenerys, là, il y a un moment, elle commence vraiment à sonner comme un vieux disque, quoi, parce que elle répète tout le temps ces mêmes titres, tout le temps, et au bout d'un moment, je sais pas, j'ai envie de dire, Daenerys, tu ferais mieux de faire profil bas, parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais t'es plutôt dans une très mauvaise situation, là. Donc, elle ferait mieux, je sais pas, d'essayer de la jouer fine plutôt que d'essayer de ramener tout le temps sur le plateau ces différents titres qui sont de plus en plus pompeux, enfin en ce qui me concerne, c'est vraiment ce que je pense, ça fait de plus en plus prétentieux, quoi. Et si elle veut, au bout d'un moment, retrouver ses Dothraki sous son aile, il va falloir qu'elle adepte une stratégie un peu plus subtile, selon moi. En 10e position, je parlais simplement de la scène du Petit Conseil, vous savez, avec Kevan Lannister, avec Cersei, avec Olenna et avec Jaime. Et j'ai trouvé que cette scène, c'était un petit peu chiant. Je veux dire, il y avait des éléments intéressants, notamment le fait que Jaime évoque la situation qui se passe à Dorne. Ça, c'était intéressant. On sait qu'ils savent que... Enfin bref, ouais, vous avez compris, ils sont au courant de la situation. Est-ce que ça va mener à une guerre, une expédition, quelque chose? Je ne sais pas. En l'occurrence, ici, on sait que les Martels d'ailleurs Dorne, sont en conflit ouvert désormais parce que c'est ce que souhaitait Ellaria. C'est ce que souhaitait Ellaria et c'est ce que voulait justement éviter Doran Martell. Bien, en ce qui concerne la scène en elle-même, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu répétitive avec ce qu'on avait eu la dernière fois avec Kevan Lannister. Là où dans la saison 5, la manière dont Kevan Lannister avait quitté le Petit Conseil comme un boss, c'était vraiment génial. J'avais aimé la façon dont il avait juste dit à Cersei, mais tu crois vraiment que tu vas me manipuler? Mais non, mais juste non. Et il était parti comme ça, il a dit voilà, si t'as besoin de moi, tu vas me chercher à Castral Rock, mais c'est certainement pas ici que je te servirai de pantin. Mais là, on nous refait exactement la même chose. Et j'ai envie de dire, bon, on n'avance pas, il n'y a pas de progression. Et du coup, c'est des scènes un petit peu inutiles, voire assez répétitives et redondantes. En ce qui concerne Olenna, je suis content de la retrouver, mais malheureusement, je trouve que là, dans le cas présent, et c'est peut-être un petit peu ce qui est annoncé dans le preview de l'épisode 4, et dans le cas présent, il ferait mieux de s'allier Tyrell et Lannister pour se débarrasser du problème qu'a amené elle-même Cersei, c'est-à-dire la foi militante, bien sûr. J'ai trouvé aussi assez ridicule la flatulence inopinée de Pycelle face à l'arrivée de Cersei et de la montagne. Je trouvais que c'était franchement ridicule, que... on n'a pas besoin de ça pour comprendre que ce personnage est assez pathétique et voilà, enfin bon. Non, c'est vraiment inutile pour moi. En 9e position, je vais parler de la scène du dialogue entre Tyrion, Missandei et Vergris. Alors, outre le fait que cette scène était un joli petit clin d'œil à la scène, il me semble, de la saison 2 c'est la saison 2, où on voyait un bref échange entre Bronn, Shae et Tyrion. C'était assez amusant cette scène parce qu'il y avait un côté très moderne dans leur échange, avec le côté un peu jeu de boisson, tout ça. Mais le vrai problème que j'ai avec ça, c'est que,
cette scène ne sert vraiment à rien. Je veux dire, elle est très comique dans le sens qu'elle montre un petit peu le conseil comme une espèce d'ascenseur dans lequel les gens seraient gênés et aucune personne n'arriverait à se parler à part Tyrion. Mais à part ça, et puis le petit malentendu entre Missandei et Tyrion, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et là où on aurait pu avoir, je sais pas, du développement sur un petit peu plus d'autres scènes, comme celle d'Arya par exemple, et bah là, on se retrouve avec une scène qui au final est assez creuse. C'est vraiment la valeur humoristique que je garderais vraiment de cette scène. Sinon le reste, pour moi ça va un peu à la poubelle. En 8ème position, je parlerai donc d'Arya et des événements de Braavos. Et là, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose qui est... Voilà, je suis un petit peu déçu, c'est un petit peu dommage, parce que là où Braavos, au début j'étais vraiment hypé, mais quand on a commencé la saison 5, je voulais vraiment qu'on nous... Voilà, qu'on nous révèle des tas de choses super intéressantes sur Braavos et tout ça. C'est une cité libre et j'adore toutes les cités libres. Mais en ce qui concerne les événements qui concernent Arya, j'ai trouvé que là, on descendait un petit peu et que c'était moins palpitant. Je veux dire, les choses peut-être sont moins intéressantes parce que parallèles à d'autres intrigues qui nous attirent plus l'attention. Je pense à Jon, je pense aux événements, les visions de Bran par exemple. Et là, à côté, on a Arya qui fait son petit chemin, mais les choses vont beaucoup trop vite. Et dans un seul épisode, ou du moins dans 2 épisodes consécutifs, on a les résolutions de Jon Snow, et du cas de Jon Snow et du cas de Arya Stark. Je parle évidemment de sa vue, elle retrouve sa vue. Et je me dis, mais c'était peut-être pas judicieux de faire tout ça aussi rapidement pour Arya, parce que du coup, on n'a pas eu le temps, on n'a tout simplement pas eu le temps de focaliser notre attention sur son cas. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage et que c'est trop rapide. Je veux dire, on la voit même, enfin, vraiment, on a l'impression juste, elle s'entraîne, boum boum boum, on a le petit montage, il manquait plus que la musique de Rocky, et ça y est, elle retrouve la vue parce qu'elle est méritante ou je sais pas quoi. Ouais, j'ai un petit peu eu du mal, et j'espère que enfin son intrigue va progresser, enfin va décoller. Enfin, techniquement ça progresse, mais que ça va décoller et qu'on va enfin en apprendre plus, davantage quoi, sur les sans visage, parce que pour l'instant on est dans le flou, et je trouve que c'est un petit peu dommage. En 7ème position, je vais évoquer la petite scène avec Sam et Gilly. Alors, bon, cette scène, comment dire, il faut aimer les 2 personnages pour pouvoir l'apprécier. Voir Sam vomir et Gilly avec son bébé et ses vêtements moches, franchement, ça m'enchante pas. Par contre, ce qui m'enchante, c'est ce qu'il a dit. Sam dit qu'ils ne vont pas aller à Villevieille. Alors bon, ça m'énerve un petit peu parce que j'ai vraiment envie de voir Villevieille. Mais je me dis que s'il veut vraiment devenir un maître, faudra vraiment qu'il y aille un jour à la citadelle. Donc, il y a encore des chances qu'il y aille. Après, en ce qui concerne la véritable destination, c'est Corcolline. Et Corcolline, c'est la demeure des Tarly. Donc ça veut dire qu'on va bien voir Randyll Tarly. Et j'ai beaucoup aimé l'hésitation quand Sam a dit oui, mes parents sont sympas, enfin bon, ma mère, voilà, parce que mon père, c'est moyen. Et effectivement, Randyll Tarly a la réputation d'être quelqu'un qui a vraiment une main de fer. Et c'est lui qui a envoyé son fils à la garde de nuit, donc c'est quand même un petit peu chaud. Après, on nous montre voilà, que Sam et Gilly réussissent, malgré toute la merde du monde, à fonder une sorte de petite famille. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, de ce point de vue-là, de voir que ce personnage aussi faible qu'il paraissait au début de la série, tout simplement, réussit finalement à s'en sortir plutôt pas mal. 6ème position, je vais parler de la scène du dialogue entre le Grand Septon, le Grand Mono et Tommen. Alors, bon, en ce qui concerne donc cette scène, j'ai entendu pas mal de critiques dans le sens que c'était encore répétitif et que voilà, c'était encore une fois le Grand Septon qui manipule quelqu'un, voilà, pour se sortir d'une situation. On avait eu ça avec Jaime, dans les épisodes précédents, on a eu ça souvent avec Marjorie, voilà, bon. Mais en plus là c'est avec Tommen, et Tommen ça devient vraiment un emploi à plein temps, quoi, de se faire manipuler, il se fait manipuler par tout le monde, tout le temps, partout, à toute heure. Et je veux dire, ce pauvre garçon, c'est un petit peu malheureux pour lui, mais en même temps c'est son rôle dans l'histoire, il est censé incarner une certaine forme de pureté, d'innocence, voilà, de faiblesse, qui en même temps fait un petit peu contradiction avec sa famille, parce que évidemment c'est un Lannister, c'est un Lannister, c'est pas un Baratheon, on va se calmer tout de suite, mais voilà. Donc il est là pour ça. Après, ce que j'ai trouvé de très bon dans la scène, c'est la manière dont finalement les intentions du Grand Septon, elles sont assez floues, dans le sens qu'on est habitué à des gens qui sont toujours en train de manigancer, vous voyez, d'essayer de manipuler les gens, qui sont des esprits retors, qui sont des esprits, voilà, manipulateurs et intelligents, mais toujours pour des fins cachées. Et là, on a l'impression que le Grand Septon, il est assez sincère dans ses motivations et dans ce qu'il dit. Par exemple, quand il dit, je sais pas, par exemple, oui, Cersei, enfin ta mère, quand il parle à Tommen, ta mère, elle est pleine de mensonges, mais quand elle parle de toi, elle est vraiment très pure et son amour est vraiment sincère. Et je veux dire, vous pouvez accuser le Grand Septon de tous les maux, vous pouvez vraiment dire que c'est un manipulateur, tout ça, mais à ce moment-là, il dit la pure et simple vérité.
ce qu'il dit à propos de Cersei, c'est juste, mais vrai à 100%. Cersei est pleine de mensonges et de vices et de manipulations, mais quand elle parle de ses enfants, en règle générale, elle devient la mère la plus, la plus aimante et la plus pure qui soit. Et je veux dire, pour le coup, c'est à se demander si vraiment le Septon... Alors bien sûr, il voit Tommen arriver avec 4 ou 5 gardes. Il se dit, bon, il va falloir que je me le manipule, parce que sinon il est tellement faible qu'il risque de donner un ordre comme ça, et puis tout va péter. Mais là, quand même, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on a un personnage qui vraiment diffère, un personnage intelligent, mais qui diffère vraiment de tous les autres qu'on a pu voir jusqu'à présent. En 5ème position, je vais évoquer la scène avec Varys. Alors rappelez-vous, dans mon analyse de l'épisode 2, j'avais évoqué le fait que Varys risquait peu à peu de devenir le sidekick de Tyrion, et c'était vraiment quelque chose qu'il fallait éviter. Mais là, j'ai trouvé extrêmement intéressant le fait qu'on nous montre qu'on nous montre Varys à l'œuvre. À l'œuvre, c'est-à-dire comment il recherche ses informations. On n'a jamais vu ça, et d'ailleurs, c'était peut-être ce qui faisait un peu le charme du personnage. Peut-être le charme, plutôt le mystère, et c'était ça qui était intéressant. Voilà, on ne savait pas trop comment il opérait. Et là, on a un bref aperçu de la manière dont il s'y prend. Et bon, c'est intéressant parce que de toute manière, il faudra bien un jour qu'on nous fasse du développement un peu plus, des révélations à propos de ce perso. Mais j'ai trouvé ça bien, qu'on nous montre comment il procède. De la menace par-ci, du chantage par-là, c'est vraiment intéressant. Et il est assez inquiétant en vérité dans cette scène. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bouquin, Varys c'est quelqu'un d'extrêmement énigmatique. Quand on le compare à Littlefinger dans la série, on a un peu l'impression que c'est genre le bon flic et le mauvais flic. C'est-à-dire que vous avez d'un côté Varys qui lui est un agent un petit peu... c'est les deux agents secrets. Mais vous avez d'un côté celui qui bosse pour la sûreté de l'État, pour l'ordre. Et puis l'autre, vous avez l'intrigant, celui qui va bosser pour le chaos, pour pouvoir s'élever. Et comme il l'a dit, un chaos is a ladder. C'est-à-dire que le chaos, c'est une échelle sociale pour lui. Bon, et ben là... ça nous fait un peu revoir un petit peu tout ça à la baisse. Je veux dire, Varys, il a l'air aussi inquiétant que Littlefinger dans cette scène. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Avant de passer à la scène suivante, je voudrais juste évoquer la petite scène qu'on a eue juste avant la scène du conseil, c'est-à-dire le petit moment où on voit Qyburn qui parle aux petits oisillons que autrefois employait Varys pour ses missions d'enquête et de secret. Donc, j'ai trouvé que cette scène était intéressante parce que, encore une fois, on entre un petit peu dans les coulisses de Varys Enterprise, voilà. Mais ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est le personnage de Qyburn qui est très très mystérieux. D'ailleurs, quand il a donné les petites friandises aux enfants, au début j'ai eu l'impression qu'il voulait les empoisonner. Parce que, regardez, je pensais vraiment que les bonbons, il disait qu'ils venaient de Dorne. Et Dorne, on sait qu'ils peuvent employer ils emploient des poisons. Et je pensais vraiment qu'en fait c'était un petit indice pour nous dire que Qyburn va utiliser ces poisons pour se faire des corps pour des expériences, et que ça m'étonnerait pas qu'on retrouve ensuite les petits enfants dans des bocaux, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, il y a quand même quelque chose à dire par rapport à cette scène, c'est que j'ai trouvé que malheureusement là, Cersei, elle en faisait un peu beaucoup, et que j'ai pas trop aimé la façon dont elle jouait dans cette scène. Vous voyez, le style un petit peu, toute personne qui rira, elle aura une tapette. Non, c'est pas ça, mais enfin, vous voyez, le côté un petit peu, je n'ai aucune expression de visage, je suis quelqu'un de très énervé, donc du coup, je veux que tout le monde meure. Ça, pour moi, c'est pas du très très bon jeu. Mais enfin bon, on peut comprendre que effectivement, elle ait envie de trucider toutes ces personnes qui auraient envie de se moquer. Mais bon, elle a déjà la montagne pour ça. Enfin bon, passons à la scène suivante. 4ème position, je vais parler de la scène de l'exécution. Alors, pour moi, c'est une scène, je vais passer assez rapidement, c'est une scène qui est très forte parce qu'évidemment, il y a des résolutions, il y a des solutions, on arrive à un moment où il y a enfin une résolution, qui prend la tête, qui gagne à la garde de nuit, tout simplement, quelle faction, quelle partie. Les conjurés, Alistair Thorne et compagnie, ont joué leur coup, Jon Snow, c'est à son tour de jouer, et il les exécute, et bien sûr il fallait le faire parce que c'est important pour progresser dans l'histoire, on progresse enfin. J'ai aimé également le fait qu'il termine l'épisode par My Watches has ended, c'est-à-dire c'est terminé pour moi, c'est fini, je suis mort une fois, je revis, et voilà, techniquement, selon les lois de la garde de la nuit, c'est terminé, je peux enfin partir. Et je trouve que c'est excellent parce que putain, enfin, on progresse, et de manière extrêmement légitime. Au niveau du scénario, je trouve que ça fait du sens. Là où effectivement Jon Snow avait déjà brisé un petit peu certaines parties de ses vœux, il avait quand même été assez fidèle à ses vœux envers la garde de nuit. Et là, pour le coup, je trouve que à la fois son désarroi, c'est son désarroi aussi qui l'a mené à revoir un petit peu la situation et revoir les Wildlings, revoir les Sauvageons, revoir un petit peu tout par rapport à la menace qui arrive. Et
Et là, le fait que voilà, il termine une dernière action en tant que commandant, et ensuite c'est fini, et je trouvais que c'était parfait. J'ai bien aimé aussi d'ailleurs le fait que voilà, la petite interaction avec Ed c'est son pote, voyez-vous. Rappelez-vous de ce type, hein, personne s'en rappelait, le pauvre. Mais en fait, j'ai bien aimé parce que voilà, je trouve que c'était assez étrange la manière dont il se retrouvait. Et si vous voulez, dans Game of Thrones, il faut toujours se méfier quand deux personnes se font un câlin. J'ai toujours l'impression qu'il y en a un des deux qui va se faire transpercer par l'autre. Alors là, évidemment, non, je pense que. Mais il y avait quand même cette espèce de construction d'une espèce d'hésitation, quoi, dans le regard de Jon, et on sait pas vraiment s'il va agir d'une telle ou telle manière, vu qu'il revient un petit peu il revient des ténèbres, quoi, si on peut dire. Donc techniquement, est-ce qu'il y a une part de lui qui n'est plus la même, et justement j'ai vraiment eu peur qu'à un moment ils disent je sais pas, il y avait un ton assez noir dans ses paroles, assez peu d'humour finalement, et ça me fait un petit peu peur. Aussi, en parlant de Alistair Thorne, j'ai beaucoup aimé le fait que finalement le gars admette sa situation, assume sa situation. J'ai joué, j'ai perdu, et voilà, c'est bon. Moi, j'ai été fidèle à la garde de nuit. Et pour tous ceux qui diraient, ouais, il faut le défoncer, c'est un salaud. Oui, mais les gens, il faut toujours analyser les choses froidement. Le gars, il s'est battu pour ses idées. C'est pas forcément qu'il détestait Jon Snow. Il s'est battu aussi pour Jon Snow. Il a pas, comme il l'a dit, trahi la garde de nuit. Il a été fidèle jusqu'au bout aux valeurs qui portaient la garde de nuit depuis des années, depuis des siècles même. Et du coup, on peut pas tant que ça lui en vouloir à ce mec. Il a été quand même assez droit jusqu'au bout. Il a pas chié dans son froc comme l'a fait Janos Slynt juste avant de se faire décapiter par du coup Jon Snow. Par contre, on a donc une autre progression qui se produit dans l'histoire. Le nouveau commandant qui c'est Ed, ou j'ai pensé à un autre candidat potentiel, ça pourrait être Davos. Techniquement Davos, pour l'instant il a plus d'allégeance, et il pourrait très bien se dévouer. C'est quelqu'un qui devient de plus en plus dédié à une cause. En fait, au départ, c'est quelqu'un qui était un contrebandier, puis il a appris à aimer Stannis en tant que maître, en tant que seigneur, et il s'est dévoué à sa cause. Et enfin, il a appris que Stannis, voilà, il a divergé sous divers aspects. Il divergeait, par exemple, sur comment, dealer avec la sorcière rouge, tout ça, dealer un petit peu avec toutes ces pensées qui étaient en train d'assaillir l'esprit de Stannis. Est-ce que oui, est-ce qu'il faut se fier aux paroles de la sorcière rouge, de la religion, tout ça. Et Stannis, c'était pas encore parfait, c'était pas encore la cause vraiment dans laquelle Davos pouvait se plonger à bras le corps. Mais là, enfin, il a peut-être quelque chose où il pourrait se donner corps et âme. Depuis qu'il a perdu son fils, je pense que Davos vraiment cherche à se dédier à quelque chose. Et ça pourrait vraiment être un échappatoire, cette espèce de poste de la garde de nuit. Mais après, bon, je sais pas, hein, c'est une proposition comme ça. Scène numéro 3, l'entrevue de Ramsay et de Small John Humber. Alors déjà, j'ai trouvé que l'échange entre les deux était excellent. Et je veux dire, c'est quand même assez compliqué de pouvoir introduire de nouveaux personnages, arriver à ce point dans la série. Il faut arriver à nous faire comprendre leur caractère, comment ils fonctionnent, et arriver, qui plus est, à nous faire comprendre que certains personnages sont encore plus badass que ceux qu'on connaissait auparavant. C'est très fort. Et là, j'ai trouvé qu'ils avaient complètement réussi l'introduction du fils de Greyjohn Humber. Alors, rappelez-vous, Small John Humber, c'est le fils du Greyjohn. Et le Greyjohn, c'est ce gars, vous voyez. C'est le mec il faisait partie un petit peu de l'état-major de Robb Stark durant la guerre des 5 rois. Donc rappelez-vous, il y avait le père de Harald Karstark. Alors oui, je me suis trompé sur son nom. C'était pas Arion Karstark. Arion Karstark est mort. Et donc c'est le troisième fils de Rickard Karstark qui avait été décapité par Robb Stark. Et donc c'est bien Harald Karstark. De l'autre côté, donc on a Small John qui est le fils de Greyjohn. Donc on a un petit peu vraiment la nouvelle génération, puisqu'on a les 3 fils des 3 membres de l'état-major de Robb Stark. Ramsay, fils de Roose Bolton, Small John, fils de Greyjohn, et Harald, fils de Rickard Karstark. Je tiens à préciser qu'en parlant des noms, je me suis aussi trompé dans ma autre vidéo, c'était pas Willis Manderly qu'on avait vu au Noces Pourpres, mais c'est Wendell Manderly. Donc c'est un petit détail, mais bon voilà, il fallait quand même que je me corrige. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que Ramsay, il essaye un petit peu de se la jouer Roose Bolton, très doux, très manipulateur, très intelligent, plus fin que ce qu'on a habitué à avoir de lui. Mais on voit bien aussi que face à d'autres seigneurs du Nord, il n'a pas finalement grand chose à dire. Et je veux dire, le Greyjohn, il est assez clair dans ce qu'il dit. Il vient pas essayer de faire des courbettes pour avoir des avantages de la part de son seigneur. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il vient faire un échange, quoi. Au Nord, c'est le premier qui fait face au mur. Les Humber, leur château, il se situe tout en haut. C'est vraiment le bastion du Nord le plus au Nord, le plus septentrion de tout le Nord. Et du coup, c'est le premier qui serait menacé de la venue des sauvageons. Donc c'est assez clair, le gars est très pragmatique, et c'est pour ça qu'il dit à Ramsay de manière si badass que voilà, fuck kneeling.
C'est-à-dire, voilà, tu peux aller te faire foutre avec toutes tes cérémonies, ton cérémonial, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je viens. Donc ça, excellent. Bon, maintenant on va passer au truc le plus important de la scène. Rickon. Oh mon dieu, Rickon, je sais même plus si c'est le même acteur, mais ça, franchement, il a la tête, je me rappelle de cet acteur, voilà, j'ai le sentiment que c'est bien lui. Par contre, je me rappelle vraiment de Nymphadora Tonks, enfin celle qui jouait Nymphadora Tonks de Harry Potter, et donc, bah voilà, donc c'est bien elle qui jouait Osha, la sauvageonne qui protégeait, donc, Rickon. Le truc le plus important ici, c'est que Ramsay dispose désormais d'un Stark. Mais, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ah oui, au passage, on a vu que Shaggy était mort, enfin je crois que c'est Shaggy, c'est ça qu'il s'appelle, enfin je sais plus exactement. Personnellement, maintenant, j'ai tellement oublié le nom, et voilà, des direwolves, enfin des loups, je ne sais plus du tout, je m'y étais absolument pas attaché. À part Ghost et celui de Robb Stark, j'ai aussi oublié le nom. Voilà, il n'y en a aucun vraiment auquel je m'étais attaché. Bref, en ce qui concerne Rickon, qu'est-ce qui peut se passer plus tard? Eh bien, Ramsay va sûrement l'utiliser comme objet de chantage ou de ralliement pour les autres seigneurs du Nord. Mais, rien ne nous dit que Small John n'a pas fait semblant de lui faire cette espèce de cadeau pour simplement s'attirer les faveurs de Ramsay, pouvoir infiltrer son camp et pouvoir le détruire de l'intérieur. Oui, parce que, comment dire, les Humber font partie des maisons les plus fidèles aux Stark. Que les Karstark soient un petit peu, voilà, et la dent dure contre Robb Stark, je peux le comprendre. Je veux dire, ils se sont fait décapiter leur ancien seigneur de la main de Robb Stark, je peux comprendre. Mais les Humber, et il me tarde aussi de voir comment les Manderly vont apparaître dans la série, mais les Humber, eux, je pense qu'ils pourraient essayer de détruire Ramsay de l'intérieur. C'est vraiment fort possible. Mais bon, en l'occurrence ici, ça nous permet d'avoir le schéma suivant. On a d'un côté Ramsay Bolton, voilà, maîtrise les armées Bolton et les ressources Bolton, voilà, maison Bolton quoi. Il a à ses côtés les Karstark, les Manderly, a priori, hein, et les Humber. De l'autre côté, on sait que les Stark donc auront les Sauvageons de leur côté, qu'il y a aussi les Mormons qui vont venir, on aura aussi les Riswell, et peut-être les Glover, enfin bref, des maisons peut-être qu'on connaît pas très bien, il y a aussi les Talart, enfin bon, je vous ferai un petit topo là-dessus, je sais qu'il y a des petites images qui ont échappé des coulisses, et elles nous donnent plusieurs informations sur ce qui pourrait se passer et quelle maison pourrait rejoindre l'Alliance des Stark. En tout cas, c'est une scène très intéressante parce qu'elle permet de progresser dans l'histoire et on voit à peu comment se forgent les alliances de chaque côté des deux factions. Deuxième position, chers amis, on va parler de la résurrection de Jon Snow. Et mon dieu, qu'est-ce que c'était bien, ah putain, c'était vraiment excellent. Alors, j'ai bien aimé le fait qu'ils nous ont, encore une fois, comme la dernière fois avec la scène de la résurrection, donc dans le deuxième épisode, là, ils ont ralenti la chose, mais c'était très compact, quoi. C'était lent, mais c'était très rythmé. Et par exemple, le fait que Jon, voilà, soit comme ça, je trouvais ça excellent. Et aussi, il y avait une espèce de tension, on savait pas trop, comme je l'ai dit, hein, dans la scène de l'exécution. Et aussi le fait que voilà, Davos vienne tout de suite le prendre comme ça dans sa cape, et que Jon était vraiment complètement abasourdi, comme nous un petit peu face à cet épisode. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très juste, le fait qu'ils nous le mettent comme ça, dans une situation, je parle de Jon, dans une situation où il est complètement perdu, mais complètement perdu. Très bien joué, le fait qu'il soit haletant comme ça c'était une très bonne chose. Je me demandais vraiment comment ils allaient pouvoir faire ça. Le fait qu'ils ne l'ont pas transformé aussi en une espèce de fantôme ou d'esprit, enfin, dans le sens que son caractère soit changé indéfiniment, enfin dans le sens voilà qu'il soit comme ça, bonjour je suis Jon Snow, je suis mort, enfin voilà, ça aurait été ridicule. Là il a des souvenirs, il est perdu, il ne sait pas comment réagir, il devrait pas être là, il le sent, voilà, et je trouve que ça c'est très très bien vu aussi de sa part, qu'il sente que c'est pas normal ce qui se passe, putain de bordel, et il regarde ses blessures aussi, c'est peut-être quelque chose que si un jour un humain revient d'entre les morts, peut-être que c'est effectivement une des premières choses qu'il ferait. Et les blessures c'est aussi l'action qui a été portée contre lui, c'est aussi une blessure morale aussi, le fait que Holly, enfin c'est terrible quand même pour lui. Et j'ai bien aimé aussi le fait que la sorcière rouge arrive comme ça, et la prêtresse rouge, et je sais pas si on dit la sorcière rouge ou je dis la sorcière rouge tout le temps moi. Et donc et on la voit comme ça, et toutes ces idées sont en train d'être complètement détruites à mesure que la série avance. Toutes ces valeurs, toutes ces croyances sont en train de tomber. Le fait que Stannis c'était le héros, enfin c'était
c'était enfin celui qui allait réaliser la prophétie, tout ça est en train de voler en éclats. Et j'ai trouvé que c'était bien joué, on voyait bien dans les yeux de la prêtresse que voilà, son monde est en train de s'écrouler, mais en même temps elle s'accroche, et elle s'accroche encore, et c'est très bien. Pour terminer, je vais vraiment poser cette question, est-ce que vous pensez que Jon est toujours lui-même? Voilà, je me pose quand même cette question, parce qu'on a eu un petit peu, j'ai eu cette hésitation par rapport à la scène de la résurrection, de l'exécution entre Ed et lui. L'échange était bizarre, honnêtement, j'ai vraiment eu peur d'un mouvement de colère, je sais pas, est-ce qu'il va pas se transformer en une espèce de Lady Cœur de Pierre bis, hein, pour ceux qui connaissent dans le livre. Donc voilà, c'est un petit peu ma question finale par rapport à cette scène. Enfin, dernière scène est pour moi la meilleure de cet épisode, même si certains pourront arguer qu'elle n'était pas parfaite par rapport au livre. C'est la scène de la Tour de la Joie. Alors déjà, je vous dis un truc, hein. Avant, je préférais vraiment l'intrigue d'Arya, et franchement, l'intrigue de Bran m'ennuyait, mais alors un truc de dingue. Mais là, franchement, Bran, il commence vraiment à m'intéresser de plus en plus. Le fait, par exemple, que, voilà, on puisse, grâce à lui, retrouver des événements du passé, utiliser des flashbacks, c'est quand même quelque chose d'assez rare dans Game of Thrones. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment une perle rare dans la série. Passons donc au flashback en lui-même. Donc on peut voir que, voilà, notre ami Ned Stark jeune, joué par un acteur qui, étrangement, ne lui ressemble pas beaucoup, mais je trouve qu'il donne bien l'impression d'un jeune Ned Stark. Je sais pas si vous en pensez, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Jeune Ned Stark fait route avec son ami Holland Reed, qui est un autre seigneur du Nord, et qui fait partie, en fait, qui est le seigneur des Cranogmen, qui sont en fait une espèce de peuplade qui vit entre le Conflant et le Nord, et qui font partie traditionnellement du Nord, et ils sont alliés des Stark. Et donc c'est le père de Mera Reed et de Jojen Reed, et leur emblème est le crocodile, comme on peut le voir donc sur l'emblème que porte, dans le flashback que porte Holland Reed. Bon, je vous dresse le contexte. À la fin de la rébellion de Robert, Eddard Stark et quelques compères comme William Dustin, Mark Risowell, Ethan Glover, Martin Cassel, Theo Wool ou donc Holland Reed se rendent à la Tour de la Joie qui se trouve dans les montagnes rouges de Dorne. Là, pour savoir ce qu'ils vont chercher, il faut que je retourne un petit peu dans le casus belli de la rébellion de Robert. Donc, on sait que Rhaegar Targaryen a enlevé Lyanna Stark. Bon, toute la question est de savoir est-ce que c'est un enlèvement consenti de la part de Lyanna ou est-ce que c'est vraiment un rapt. Toujours est-il que Robert Baratheon, et on le sait depuis la saison 1, était amoureux de la sœur de Ned Stark, Lyanna. Après l'enlèvement, le frère de Ned et de Benjen, donc Brandon Stark, se rend à Port-Réal pour réclamer justice. Et alors là, Aerys, le roi fou, va complètement péter un câble, il va complètement trucider tous les Stark qui viennent à sa rencontre pour lui demander justice. Du coup, de là, Robert Baratheon et Ned Stark ont emmené le Nord et les terres de l'orage avec eux pour mener la rébellion contre le roi fou. Avec eux, leur ancien tuteur Jon Arryn amène le Val dans leur camp, et avec eux aussi les Tully, grâce à l'alliance matrimoniale entre les Stark et les Tully, donc le conflit vient avec eux. La guerre, vous la connaissez, c'est les Tyrell, les Lannister et les Targaryens qui se battent contre les Tully, les Arryn, les Baratheon et les Stark. Bon, il y a plein de batailles, mais à la fin, Robert gagne. À la bataille du Trident, Robert tue Rhaegar Targaryen, et Ned Stark repart chercher sa sœur dans les montagnes rouges de Dorne avec ses petits compagnons. Mais justement, chose intéressante, on retrouve 3 gardes royaux de la garde Targaryen devant la Tour de la Joie dans les montagnes rouges. Ces 3 gardes sont Sir Arthur Dayne, Sir Gerald Hightower et Sir Oswald Went. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la série, je crois qu'ils ont mixé Gerald Hightower et Oswald Went, parce que le gars qui n'est pas Arthur Dayne, eh bien, il dit des phrases du dialogue qu'on retrouve dans le livre prononcées par Oswald Went, mais il est annoté dans les crédits comme étant Gerald Hightower. Donc je pense que tout simplement ils l'ont mixé, donc ok, pourquoi pas. Je pense qu'ils auraient quand même pu nous sortir 3 gardes royaux, parce que je trouve que jamais 2 sans 3, c'est plutôt bien, 3, mais enfin bon, peu importe. Ce qu'il fallait mettre en avant ici, c'est le combat entre Arthur Dayne et Ned Stark. Alors, Arthur Dayne, je l'ai trouvé vraiment absolument génial. J'ai trouvé que le gars dégageait une sorte de charisme vraiment formidable, sa voix, son regard, son armure aussi, vraiment excellent. Et le combat contre Ned Stark était vraiment très très bien vu, parce que ce qu'il fallait montrer, c'est que ce guerrier, ce chevalier, est l'un des plus valeureux et des plus doués en escrime que Westeros a pu porter. Et donc c'était vraiment excellent. Par contre, les petits points noirs, c'est par exemple le fait que j'aurais bien aimé voir un combat d'épée à 2 mains. Dans le livre, on sait qu'il porte des Great Swords, et Great Swords, c'est la traduction anglaise pour espadon. Espadon, c'est même pas épée longue ou épée bâtarde. Espadon, c'est les épées à 2 mains énormes, si vous voulez. C'est ça, c'est ça, et c'est ça, si vous voulez. C'est ça, les espadons. Et du coup, moi j'aurais attendu que, voilà, Ned Stark se batte avec Ice, donc son énorme épée, pas son épée longue, mais son espadon,
contre l'autre espadon qu'on connaît donc des mains de Arthur Dayne, qui s'appelle Dawn. Et j'ai l'impression qu'en fait, Dawn, l'épée fameuse qui réfléchit la lumière comme jamais de Arthur Dayne, eh bien, c'est l'épée qu'on voit ici. Et je pense à ça parce qu'on voit une espèce de petit soleil sur le pommeau. Mais c'est pas du tout un espadon, c'est pas du tout une grande épée, c'est juste une épée longue à deux mains, certes, mais c'est pas du tout ce qu'on appelle un espadon. Donc c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu vraiment un clash entre deux manieurs d'épée gigantesques, c'est un petit peu dommage. Deuxième chose à dire aussi par rapport à ça, le combat est très sympa et vraiment fun à voir, très impressionnant et peut-être un des meilleurs combats en termes de cinéma, enfin voilà, de chorégraphie, de cinéma. Après en termes de réalisme, je peux vous dire que, bon, je sais pas que je suis un expert, mais je me connais un petit peu en escrime et surtout en escrime ancienne, et je peux vous dire que c'est vraiment pas du tout réaliste. Je veux dire, même le fait d'avoir une épée dans chaque main, je veux dire, je peux comprendre parce qu'ils sont à 2 contre 5 ou 2 contre 6, mais je veux dire, à aucun moment au Moyen-Âge, non bien sûr c'est de la fantaisie, on est bien d'accord, mais à aucun moment dans le Moyen-Âge on a pu assister à ce genre de type d'escrime, voilà, double épée, enfin une épée dans chaque main, ça s'est rarement, très rarement vu. Et pour un personnage comme Arthur Dayne, dont on sait qu'il maîtrise une gigantesque épée à deux mains, c'est un petit peu dommage de pas nous l'avoir fait, voilà, de ne pas nous l'avoir montré comme tel. Une autre petite chose à dire avant de partir, j'ai juste adoré le moment quand Bran s'élance vers son père et essaye d'établir un pont entre ses visions et la réalité, mais n'y arrive pas, et j'ai trouvé que c'était magnifique de voir ensuite Ned qui se retourne et qui voit le vide, et on a envie de lui dire, mais Ned, oui, ton fils il est là, mais en même temps ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'il va lui dire? Et en même temps, Ned ne voit rien, et j'ai trouvé que c'était formidable. Nous, on assiste depuis le début, on assiste à tous ces événements, et on est là, et on est presque en train de toucher la vérité, et on est face à un Ned qui ne sait pas du tout toute la merde qui va arriver ensuite. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette scène, j'adore quand on ressent le temps qui passe, et c'était vraiment très très bien fait de ce point de vue-là. Dernière chose à évoquer, les amis. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette tour? Bon, bien sûr, c'est Ned qui va chercher sa sœur, donc il va trouver Lyanna Stark. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il va y trouver? Gendry? Non, pas Gendry. Il va trouver qui? Gold Roger? Non, il va pas trouver Gold Roger. Il va trouver qui? Il va trouver... Ah si, peut-être Dariona Harris, déguisée en Schtroumpf. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, vous le savez. C'est quoi, je vais pas vous le dire. Parce que, vraiment... Si vous le savez pas, si vous avez aucune idée de qui il va trouver dans cette tour, alors je crois que vraiment, en ce qui vous concerne, on peut vous dire une chose. You know nothing. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire à propos de cet épisode, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, faites-moi part de toutes vos impressions, des points positifs, des points négatifs par rapport aux éléments que j'ai cités, et voilà, partageons un petit peu nos idées sur cet épisode. Personnellement je trouvais que c'était un bon épisode dans l'ensemble, je trouvais qu'il y avait de la progression, des éléments un petit peu en retrait, en dessous quand même, mais en même temps les épisodes peuvent pas tout le temps non plus nous retourner l'esprit, comme ils l'ont fait un petit peu à la fin de l'épisode 1, ou j'ai trouvé dans l'épisode 2 de manière générale. Donc voilà chers amis, donc laissez votre commentaire et en attendant on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et ciao.